Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Invest in Bordeaux. Je m'appelle Yann Buanec, je suis journaliste à Place Eco et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette conférence qui durera environ 1 heure et demie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du circuit court et nous allons nous poser une question. S'agit-il d'un effet de mode ou d'un changement structurel? Pour répondre à la question, nous avons invité 5 intervenants. Xavier Hollands, qui est professeur à Kedge Business School, Anne Herman, conseillère en développement circuit court maraîchage installation au conseil départemental de la Gironde, Pierre Navès, directeur du pôle Sud-Ouest conseil et recherche, Thomas Boissery, président cofondateur des Nouvelles Fermes, Anthony Gézégou, directeur du service viticulture au Crédit Agricole d'Aquitaine. Ce webinaire, je vous l'ai dit, durera environ 1 heure et demie, sera divisé en 4 parties, chacune permettant d'aborder un sujet un peu plus spécifique au milieu de cette grande question. Un renouveau de l'agriculture et de ses circuits de distribution, ce sera notre premier sujet. Ensuite, une source de revitalisation et de résilience territoriale, deuxième question. Un facteur d'innovation technologique et sociétale. Et enfin, la crise a-t-elle accéléré le développement d'un nouveau consommateur ? Ce webinaire, il est interactif. Alors, hélas, j'allais dire, depuis un peu plus d'1 an, on a tous appris à pratiquer le webinaire. Donc, vous savez logiquement comment ça fonctionne. Vous avez la parole et vous êtes cordialement invités à interpeller, à poser vos questions à nos 5 intervenants. Ça se passe dans la colonne de droite. Vous posez vos questions, on les sélectionnera et on pourra y répondre en direct. On n'est pas obligé d'attendre la fin du webinaire pour commencer à poser les questions. Pour introduire le sujet du jour, je vais céder la parole à Xavier Hollands. Alors, expliquez-nous en quelques mots et en quelques slides, puisque vous avez préparé votre fond d'écran, ce que l'on entend exactement par circuit court et quelle place occupe ce marché en France. Merci Yann. Bonjour Yann, bonjour à tous les participants, bonjour aux autres intervenants également. Ravi d'introduire le sujet, effectivement. On va rentrer de plein pied dans le sujet puisque l'objectif de cette courte introduction que je vais assumer, c'est effectivement plutôt de planter le décor pour que les participants aient une vision un peu claire de ce qu'on entend par circuit court. Le circuit court, en fait, quand on parle de circuit court, on regroupe deux choses. La vente directe, c'est-à-dire sans aucun intermédiaire entre le producteur agricole et puis le consommateur. C'est typiquement la vente à la ferme, c'est le fait d'aller chercher ses fruits ou ses légumes ou sa viande directement chez le producteur. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel qu'on connaît depuis longtemps. Et puis le circuit court, par définition, la définition la plus simple, c'est qu'un circuit court ne comporte pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et donc le consommateur final. C'est donc un circuit qui s'oppose au circuit plus long, court, long. Le circuit long, c'est typiquement la grande distribution, par exemple, pour le consommateur, pour les particuliers, les Français. C'est donc un circuit long qui comporte plusieurs intermédiaires, 2, 3 ou plus en fonction du type de circuit. Pour donner un simple aperçu chiffré, alors on a deux sources d'informations, des enquêtes, et puis un grand recensement agricole qu'on appelle le RICA, qui a lieu, la dernière enquête a eu lieu l'an dernier et est en train d'être dépouillée. Et donc les chiffres datent parfois de quelques années, mais les estimations qu'on a globalement sur le circuit court, c'est que 20% des exploitations livrent une partie de leur production dans des circuits courts. Ça représente à peu près 10% de la consommation alimentaire totale. Et en termes, cette fois, de consommateurs et puis de consommateurs, comme l'a expliqué Yann il y a quelques instants, effectivement, on a à peu près 3/4 des Français qui achètent au moins une fois par mois dans un circuit court. Les bénéfices, ou en tout cas les marques d'intérêt, l'intérêt des consommateurs, je ne sais pas si les participants voient exactement les chiffres qui effectivement apparaissent à l'écran, mais on voit bien la tendance qui est croissante, c'est-à-dire on a une tendance de plus en plus marquée de la part des consommateurs qui est assez nette depuis plusieurs années pour acheter des produits alors courts, locaux, parfois les deux se superposent, mais en tout cas qui sont une tendance qui s'est effectivement un petit peu accentuée avec
avec la crise sanitaire, on s'est tourné de plus en plus vers des circuits de production locale et vers des circuits courts. On s'est recentré sur notre région d'origine et c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. Donc effectivement, un intérêt de plus en plus fort de la part des consommateurs français, mais pas que français. Cette tendance, on l'observe aussi dans d'autres pays européens ou à l'échelle mondiale. Quand on dit circuit court, ça regroupe un ensemble d'acteurs et un ensemble je dirais, de circuits de distribution. Le premier circuit court en termes de fréquentation, et je dirais presque de poids, c'est ce qu'on appelle les marchés de plein vent. Ce sont nos fameux marchés alimentaires qu'on trouve dans nos communes, que ce soit effectivement dans les métropoles et puis dans les territoires plus ruraux. Et puis là, vous voyez apparaître à l'écran effectivement d'autres circuits un peu plus nouveaux, comme les marchés de producteurs ou les magasins de producteurs, et puis des circuits dédiés, je dirais, à la production locale et aux circuits courts, tels que les AMAP ou les paniers paysans, qui représentent effectivement des circuits courts. Et puis on voit apparaître, on en discutera sans doute dans le débat tout à l'heure, également de la GMS qui pratique, donc de grandes et moyennes surfaces, qui pratique pour une partie de leurs produits également des circuits courts, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent en direct auprès de producteurs de miel, parfois de producteurs de viande ou de fruits et légumes. Ça existe de plus en plus et il y a une tendance un peu nette également qui est en train de se développer de ce point de vue-là. La grande distribution aussi essaie de s'orienter sur des circuits un peu plus courts en termes de production agricole. Quand on regarde également quels sont les produits les plus achetés en circuit court, on retrouve assez classiquement ce qui représente symboliquement, je dirais, le circuit court, tel que les fruits et légumes. On retrouve également la viande. Ce sont les colis de viande, c'est le fait, la boucherie à la ferme, d'aller directement chez le producteur avec des unités parfois de transformation qui sont directement chez le producteur. Et donc, on achète la viande chez l'éleveur qui transforme parfois la viande. Et puis ensuite, on retrouve tout un panel de produits alimentaires tels qu'on les connaît classiquement, le fromage, la volaille et puis les œufs classiquement, la douzaine d'œufs qu'on peut trouver autour de chez soi. Et puis ensuite, vous voyez des produits qui sont un petit peu moins présents dans les circuits courts. L'essentiel des circuits courts, ce sont effectivement, typiquement, les fruits et légumes. Simplement pour donner une autre perspective, donc là, on était sur une première approche, je dirais, chiffrée des circuits courts. Pour montrer que le ministère de l'Agriculture et puis les gouvernements et même l'Europe réfléchit aussi de façon un petit peu plus prospective. Et dans les scénarios, le ministère de l'Agriculture a fait un gros travail de prospective en janvier 2020. Pour les participants et les auditeurs, vous voyez apparaître la référence un petit peu au-dessus du slide. Et parmi ces scénarios à horizon 2040-2050, il y avait un scénario qui était assez intéressant et qui s'inscrivait dans cette dynamique et dans cette perspective. C'est le scénario qui apparaît en bas à gauche de votre écran, qui s'appelle Citoyens des territoires, où là, parmi les scénarios qu'avait imaginé le ministère de l'Agriculture, avec tout un panel d'experts, il y avait cette logique de retrouver finalement des circuits plus locaux de production et de consommation, qui s'opposaient évidemment au scénario qui apparaît sur la droite, de type renouveau productiviste, où là, on était dans une prolongation des tendances et parfois des dérives auxquelles on assiste, c'est-à-dire des circuits longs avec des productions très internationales et donc des productions locales qui étaient un petit peu moins favorisées. Donc, parmi les scénarios observés, retenus par le ministère de l'Agriculture, il y en a un qui effectivement s'attarde sur cette tendance et qui estime que cette tendance peut éventuellement se renforcer dans les années à venir. Ça fait partie des scénarios, je dirais, qui sont sur les tables. Ce même travail a été fait au niveau de l'Europe et effectivement, l'Europe a également abouti, je dirais, à cette même conclusion avec l'existence d'un scénario potentiel de renforcement des circuits de production locaux et des circuits de consommation locaux, donc des circuits courts. Pour terminer mon propos, quelques points d'attention qui vont sans doute alimenter un petit peu le débat, la réflexion sur quelques tendances émergentes. Alors là, on est peut-être dans un inventaire un tout petit peu à l'après-vert, mais en tout cas des points qui me semblent intéressants à mettre en débat. Le premier point, c'est que toute la réflexion qu'on va avoir et le débat qu'on va avoir, il faut aussi le penser dans le cadre d'une
d'un ensemble de terres agricoles qui ne progressent pas nécessairement. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'artificialisation des terres. Pourquoi? Parce qu'on a une urbanisation de plus en plus importante, on a les effets des changements climatiques, et donc là, par exemple, les experts de la FAO, effectivement, estiment que, en fonction, là encore, de différents scénarios, on a un ensemble de terres agricoles qui ne va pas forcément nécessairement progresser dans l'avenir, et donc il faut réfléchir à la fois à la quantité de produits agricoles et puis aussi aux circuits de production qui vont être affectés effectivement par ce phénomène d'artificialisation des terres. Donc ça, on y reviendra sans doute, et je crois que Thomas, Anne auront également des témoignages, Pierre également, Anthony sans doute, sur cet aspect-là peut-être. Le deuxième effet, c'est que tous ces phénomènes agricoles, toutes ces questions agricoles, on doit aussi les penser effectivement dans un contexte de transformation climatique. Et là-dessus, ce qu'on peut observer ou constater, ça fait partie parfois des critiques qui sont adressées à l'agriculture, c'est que l'agriculture, c'est je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran, cette partie en vert là qui se situe tout en bas, On ne effectivement, voit pas la souris. participe, c'est la partie en vert clair sur le schéma, participe de cette émission de gaz à effet de serre, mais à un degré moindre que d'autres secteurs. Et donc, il faut aussi penser ces questions-là de circuits, d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Et ces questions agricoles sont reliées aussi à cette thématique-là. Ça fait aussi partie, je dirais, des enjeux du débat. Et puis, le dernier élément, pour conclure mon propos, c'est que ces questions des circuits courts, de consommateurs, d'alimentation locale, de production locale, doivent aussi être comprises dans un phénomène de renouveau de la production agricole. On a à la fois de l'agriculture urbaine, on a de l'agriculture verticale, c'est l'image en haut à droite où vous voyez des plants de salade qui poussent verticalement. On a effectivement, on peut utiliser les toits de terrasse. Je sais Pourquoi pas? pas. J'étais déconnecté de… Voilà, bon, c'est pas grave. On a effectivement des toits terrasses qui sont utilisés. Et puis le dernier élément, c'est que effectivement, on a l'utilisation de produits de synthèse qui peuvent avoir un impact aussi sur nos productions locales. On a désormais du lait, du fromage de synthèse, de la viande de synthèse, et donc il y aura aussi de l'innovation dans le monde agricole qui pourra éventuellement venir perturber cette tendance à la production locale et à la consommation locale, puisque l'agriculture de synthèse peut se faire tout à fait en dehors des zones de production locale, sur d'autres échelles, sur des échelles industrielles, et donc ça peut éventuellement venir perturber finalement cette dynamique dans les années à venir. En tout cas, il y a des investisseurs de plus en plus nombreux qui s'intéressent à ces enjeux-là. Voilà pour une brève introduction. J'ai essayé de brasser différents points et en même temps de jeter quelques pistes et quelques ponts pour nos intervenants par rapport à la problématique qui nous était posée. Ben, merci pour cette introduction qui pose bien le débat et quelques définitions et grands enjeux. La première question qu'on va se poser tous ensemble, un renouveau de l'agriculture et de ses circuits de distribution. Je vais d'abord interroger Pierre Navès sur le sujet. Peut-être vous présenter aussi en 30 secondes pour nous expliquer un peu qui vous êtes et puis vous connaissez très bien ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous l'avez étudié? Merci beaucoup Yann. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis Pierre Navès, je suis docteur en sociologie. J'ai fait une thèse à l'Université de Bordeaux sur le gouvernement des circuits courts et de proximité dans la filière fruits et légumes. Donc je me suis interrogé à la manière dont les discours et les actes politiques et économiques autour des circuits courts tendaient à en faire un nouvel enjeu de politique publique et un enjeu économique, et comment cet enjeu était saisi par un spectre d'acteurs élargis, qu'ils viennent du monde agricole, mais aussi de la société civile et des institutions et des collectivités territoriales qui aujourd'hui s'empare de ce sujet et ce sera l'objet d'une partie de la discussion pour revitaliser les territoires, développer les économies, l'économie territoriale, etc. Je voulais vous interroger, oui, alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, sur
l'histoire finalement des circuits de distribution. Alors, on va pas faire 1h30 là-dessus, mais vous connaissez bien le sujet. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça Oui, bien jusqu'à sûr. 2021? Bien sûr. Alors, effectivement, je pourrais tenir un peu plus longuement que 5 minutes sur le sujet, mais l'idée, c'est de se demander si vraiment, aujourd'hui, on assiste à une révolution autour des circuits courts, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une évolution de très long terme, et on revient peut-être aujourd'hui à des choses que l'on connaissait déjà depuis très très longtemps. Et si on prend les débuts, sans remonter jusqu'au début de l'agriculture, mais ne serait-ce qu'à la fin du 19e, 20e, au début du 20e siècle, les circuits courts, c'était le mode naturel de commercialisation des produits. On avait des producteurs en périphérie, des centres, des villes, des centres qui commencent à s'urbaniser, qui amènent leurs produits sur les marchés de plein vent, sur de gros marchés comme à Bordeaux, enfin, notamment parce que c'est un terrain que j'ai bien étudié. Et chemin faisant, les centres de production s'éloignent de plus en plus des villes et on a besoin d'acheminer des produits depuis les zones rurales jusque dans les grands centres urbains. Et à ce moment-là, des filières s'organisent autour de cette commercialisation des produits agricoles. Alors, je parle spécifiquement, on soit bien d'accord, des fruits et légumes parce que c'est la filière que je connais le mieux. Si vous avez des compléments sur les autres filières, je pense que les autres intervenants pourront aussi vous apporter des éléments là-dessus. Mais en ce qui concerne les fruits et légumes, donc les centres de production et de consommation s'éloignent et on a besoin d'acheminer les produits. Qui dit acheminer les produits dit multiplication des intermédiaires. Pour certaines familles de produits, parfois on arrive jusqu'à 7-8 intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Et cette situation, elle est relativement rapidement assez intenable parce que ça pose des problèmes de stockage et donc de dépérissement des produits frais. Ça pose des problèmes de prix. Les prix augmentent au fur et à mesure que se multiplient les intermédiaires. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État décide de reprendre un peu les choses en main et de rationaliser le commerce des fruits et légumes en créant les fameux marchés d'intérêt nationaux qui sont des plateformes dans lesquels on va centraliser le commerce des fruits et légumes. Donc, c'est des gros marchés qui sont situés en périphérie des grands centres urbains. Et l'intérêt, c'est qu'on ne peut plus commercialiser, on est obligé de passer par ces marchés de gros pour vendre ces fruits et légumes dans les grands centres urbains. Ça permet de fait de limiter le nombre d'intermédiaires. Donc, on voit bien que même si dans cette logique de marché d'intérêt national, on n'est pas encore sur une logique de circuit court totalement, on tend quand même à réduire le nombre d'intermédiaires. De fait, à ce moment-là aussi, on voit que les grandes organisations de producteurs commencent à se mettre en place et parallèlement, la grande distribution commence à prendre des parts de marché de plus en plus importantes. Dans les années 70, c'est un peu la fin de l'âge d'or des marchés d'intérêt national et se développent très rapidement les circuits hors marché. Les circuits hors marché, c'est la grande distribution qui va contractualiser directement avec les grandes organisations de producteurs et donc l'importance économique des mines en l'espace d'une trentaine d'années va diminuer très très fortement au profit donc de ces circuits hors marché. Donc les années 70-2000 sont une grosse période de transition marquée par l'avènement de la grande distribution dans le commerce des produits alimentaires et des fruits et légumes en particulier. Et on est toujours dans cette situation avec des marchés d'intérêt national qui sont relativement fragilisés, qui représentent un peu les pans traditionnels de la filière, les circuits hors marché avec la GMS, la grande et moyenne surface, en canal principal de distribution, et des circuits courts qui revivent un petit peu, qui n'ont jamais totalement disparu, mais qui aujourd'hui retrouvent un peu d'entrain, de vigueur et de soutien aussi des politiques publiques, parce que longtemps, ils ont été considérés comme un héritage du passé un peu
incommodant parce que ça cadrait pas avec l'image de modernité qu'on voulait donner de l'agriculture française. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on voit qu'il y a un certain nombre de démarches. Les AMAP sont peut-être celles qui ont eu le plus de succès médiatique, mais on voit qu'il y a un certain nombre de démarches qui tendent à revitaliser un peu et à relégitimer ces formes de distribution des produits agricoles et des fruits et légumes en particulier. Eh ben, merci de nous avoir retracé cette histoire. Thomas Boisserie, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter en quelques secondes, nous expliquer quelle est l'activité que vous lancez? Avec le micro. Non, il va falloir penser, si vous pouvez connecter votre micro. Bien Voilà. joué, c'est vrai. Moi, c'est Thomas, j'ai 38 ans, je suis un mangeur de salade, mais aussi producteur du côté de Bordeaux. Une boîte qui s'appelle Les Nouvelles Fermes. Donc, c'est Les Nouvelles Fermes, en fait, a pour ambition de créer le premier réseau de fermes d'aquaponie en France et à l'étranger. Anne connaît déjà un petit peu le sujet puisque le département nous soutient sur notre première ferme expérimentale qui est installée, qui s'appelle Pauline, qui est installée à Lormont, dans le quartier Brazza, à côté du Pont Chaban, pour ceux qui connaissent un peu la ville bordelaise. Donc l'aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. Donc c'est l'élevage de poissons associés à du maraîchage. Donc on a des truites arc-en-ciel qui batifolent dans des grands bassins et dont les effluents, c'est toujours le mot le plus fleuri que caca, sont transformés naturellement par des bactéries en nutriments pour les plantes, des plantes qui flottent concrètement sur des radeaux. Donc c'est une agriculture qui est multimillénaire, hein, on n'a rien inventé, ça a 4000 ans. On en trouve des traces au Mexique, chez les Indiens Chinampas, civilisation pré-aztèque, qui plantaient des pieds de tomates sur des îlots de paille au-dessus d'un lac et se rendaient compte que ça poussait bien et qu'en plus les légumes étaient bons. Et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ça avec l'avènement des dérivés du pétrole et que ce soit en matière de traitement des nuisibles comme pour les fertilisants. En tout cas, c'est une agriculture qui utilise 10 fois moins d'eau que l'agriculture de pleine terre. C'est une agriculture aussi qui permet de produire sur des petites surfaces de manière intensive de la protéine végétale et animale. Et c'est la raison pour laquelle on a installé, nous, sur une parcelle de Bordeaux Métropole qui est en plein centre. Hein. J'habite cours Victor Hugo, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Hein, j'y suis en 10 minutes à vélo. Donc, donc les circuits courts, oui, ça nous connaît un peu. Peut-être que Yann, je vais pas enchaîner parce que après tu me dis, je vais... Non, mais il n'y a pas de souci. Mais tu peux sur les nouvelles fermes, il y a un autre projet à Mérignac également, c'est ça? Exactement. D'ici fin de cette année, va sortir de terre là-bas à Mérignac une nouvelle ferme d'aquaponie qui s'appellera Odette. Donc on reste sur des prénoms plutôt années 40, années 50. C'est des prénoms de femmes qui ont été importants dans nos vies et à qui on rend hommage en leur donnant le nom d'une ferme. Et Odette sera la plus grande ferme d'aquaponie en Europe, qui va faire 5000 m², qui va produire 100 tonnes de produits frais par an et à destination immédiate des urbains, des périurbains. Donc voilà, une production en circuit court en effet, voire en vente directe. La raison est simple à ça, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a 50% des structures qui touchent la PAC aujourd'hui en France, si elles n'avaient pas ces subventions-là, mettraient la clé sous la porte. Donc, si on veut une agriculture qui soit résiliente demain, il faut qu'elle soit d'abord et avant tout durable et donc rentable. Donc, c'est notre objectif de faire sauter, comme tu le disais Pierre, faire sauter ces 1, 2, 3 intermédiaires qui vont prendre à chaque fois entre 5 et 15% de la marge. Donc, nous, c'est notre rôle. Et c'est un peu le mouton à 5 pattes, mais c'est arriver à gérer la production animale, la production végétale, le marketing, le commercial. Pourquoi pas aussi continuer à maîtriser sa verticale, faire ses propres semences, etc. Et sourire. Ouais. Bah oui. Comment est-ce qu'on trouve son modèle économique? Parce que c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Les agriculteurs ont été repoussés loin des villes, ou naturellement étaient loin des villes. Ça coûte cher le foncier à Mérignac ou à Lormont quand même. Donc comment est-ce qu'on gagne sa vie? En fait, le foncier agricole n'est pas cher, hein. Par définition, il est juste rare. Et, parce qu'après, les prix en général sont plutôt bien cadrés. Donc nous, on est sur une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle de Bordeaux Métropole. Pour être totalement transparent avec vous, ça fait 4000 m², on paye 300 € par an de loyer. Donc ça n'a pas un impact très très fort sur notre chiffre d'affaires. D'accord. En soi, c'est surtout la disponibilité. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, il y a une vallée maraîchère à Bordeaux c'est un peu les vestiges de cette fameuse couronne maraîchère
dont Pierre évoquait un peu le sujet tout à l'heure, début du 20e, où tous ces maraîchers produisaient les fruits et légumes à destination immédiate de la ville et des marchés dans les villes. Donc cette vallée maraîchère, aujourd'hui, c'est 70% des parcelles qui sont agricoles, qui sont inexploitées. Alors que pourtant, il ne reste pas grand-chose. Et la raison principale à ça, c'est que les agriculteurs qui possèdent ces terres aujourd'hui n'ont pas envie de les vendre en espérant qu'un jour, le plan local d'urbanisme permette de changer et de faire une belle culbute financière dessus. Ce qui fait que les jeunes agriculteurs comme nous, même si 38 ans, ça commence à Dieu, mais on a encore du mal à trouver, on a beaucoup de difficultés à trouver des parcelles qui soient disponibles. Ok, ouais. Merci pour ces précisions. Anne Herman, en 30 secondes, aussi vous présenter, nous expliquer votre rôle au sein du conseil départemental. Donc, je travaille au service agricole foncier et tourisme et je m'occupe effectivement de l'accompagnement de tous les porteurs de projets qui s'installent en vente directe, maraîchage, circuit court en règle générale. Et je m'occupe sur l'ensemble de la filière, c'est-à-dire aussi bien des projets collectifs que des projets alimentaires. Alors, on vous entend pas très bien, mais Excusez-moi. on comprend quand même ce que vous dites, rassurez-vous. Vous qui D'accord. connaissez bien le monde agricole, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de personnes s'installent chaque année dans ces métiers-là sur la Gironde? Il y a environ 150 installations par an, Mhm. avec une soixantaine qui bénéficient des aides de l'État, si vous m'entendez bien. Et sur la soixantaine qui bénéficient des aides de l'État, vous avez à peu près entre 20 et 30 maraîchers qui s'installent. Après, ce sont essentiellement des viticulteurs. En deuxième rang arrivent les viticulteurs et ensuite, c'est plutôt des éleveurs ovins, des éleveurs bovins. Et au-delà de ce qu'ils produisent, quel type de production? Entre justement le bio, circuit court, enfin est-ce que ce sont Alors, des sujets à la mode en quelque sorte? oui, tout à fait. Les maraîchers, maintenant, pratiquement 100% qui s'installent sur des bio. Ou s'ils ne le sont pas, ils sont en cours de conversion. On a très très peu d'installations non bio, ou alors c'est parce qu'ils ne peuvent pas être. Et Thomas le sait bien, par exemple, les productions Orson ne peuvent pas être labellisées bio. On se retrouve avec 2-3 types de production qui ne sont pas labellisées, mais qui sont assez vertueuses en termes de modèle de production. Alors, il y a une espèce d'écho quand vous parlez, ou un son bizarre en tout cas. Si vous trouvez un casque ou autre chose, je suis preneur. En tout cas, les autres questions arriveront d'ici 5-10 minutes en ce qui vous concerne, donc vous avez le temps d'aller chercher un casque. Exactement. Anthony Gézégou, à votre tour déjà de nous expliquer qui vous êtes et de vous présenter. Ok, bonjour à tous. Écoutez, donc je m'appelle Anthony Gézégou, je suis le directeur du service viticulture au Crédit Agricole d'Aquitaine. Donc Crédit Agricole, vous connaissez le nom certainement, c'est la première banque française, c'est une banque qui porte un nom agricole et pour cause, parce qu'elle trouve son origine dans l'agriculture, elle a été fondée par des agriculteurs à la base. Et aujourd'hui, le Crédit Agricole reste le banquier principal du monde agricole avec un peu plus de 90% des agriculteurs qui sont aujourd'hui accompagnés dans leur développement par le Crédit Agricole. Un mot par rapport à ce sujet sur les circuits courts. Bon, je vais parler comme un banquier, mais c'est important aussi, vous comprendrez. Aujourd'hui, quand on finance, on est bien sur un horizon de financement sur des durées de 15, 20, voire parfois 25 ans. Ce qui donc explique la nécessité pour nous banquiers d'avoir une vision de long terme et d'accompagner une stratégie au quotidien compte tenu de cet horizon de temps sur lequel on se projette dans l'accompagnement de nos clients. Donc, merci en tout cas de l'invitation. C'est un sujet particulièrement important pour nous puisque ces mutations qu'on connaît aujourd'hui dans le monde agricole, parce qu'il y a une vraie, je dirais pas révolution, mais vraiment le monde agricole est en train de connaître une mutation très forte, très rapide, peut-être plus rapide que celle qu'on a pu connaître ces 30 dernières années. Et les circuits courts en font partie. Les clients que vous accompagnez, c'est votre métier au quotidien. C'est quoi le profil type aujourd'hui de ceux qui se lancent dans le secteur agricole? Alors, on n'a pas de profil type, mais je vais vous donner quelques indicateurs qui permettent d'illustrer un petit peu. Aujourd'hui, gardons en tête qu'une personne sur 3 qui s'installe a plus de 40 ans aujourd'hui. Donc, on a
un accroissement, un vieillissement, léger vieillissement. On est jeune à 40 ans. Hein. Tout à l'heure, Thomas disait qu'à 39 ans, on commençait à vieillir, mais à 40 ans, on est encore jeune. Donc, on a un sur 3 aujourd'hui qui a plus de 40 ans. Une installation en agriculture sur 2 se fait dans ce qu'on appelle dans un cadre, hors cadre familial, pour être précis. Dit autrement, une personne sur 2 qui s'installe n'est pas issue du monde agricole et ne bénéficie pas donc d'une expérience de la famille et tout simplement d'une transmission du patrimoine agricole de sa famille. Donc, ce sont des gens qui viennent d'autres milieux. Et c'est aujourd'hui plus d'une personne sur 2 qui s'installe comme ça, sans venir du monde agricole. Et qu'est-ce qui les pousse, eux, à se lancer? Alors, ce qui peut les pousser à se lancer, il y a plusieurs raisons. Et les raisons sont différentes. Quand on s'installe en agriculture aujourd'hui avec toute la famille et donc la transmission du patrimoine familial, quand on est issu d'une famille agricole, c'est tout d'abord, on a grandi dedans, on a des parents et parfois des grands-parents et parfois plusieurs générations qui se sont transmis l'outil de travail, l'exploitation agricole ou la propriété viticole, par exemple, depuis des générations. Et donc, il y a une volonté de reprendre le flambeau. Pour ceux qui sont issus du monde agricole, c'est souvent cela, avec notamment pour beaucoup aujourd'hui un parcours où ils ont été travaillés en dehors de l'entreprise, de l'exploitation en début de carrière et rejoignent ensuite avec des atouts supplémentaires. Il y a d'autres raisons qui expliquent que des gens viennent s'installer en agriculture, et notamment ceux qui n'en sont pas issus. Et on trouve aujourd'hui de plus en plus des gens qui ont eu un parcours de carrière dans le monde non agricole et éprouvent souvent à la trentaine ou à la quarantaine, pour des raisons de recherche de sens, aussi personnelles, de conviction personnelle, un besoin de revenir à la terre, un besoin de revenir à l'agriculture, à la nature. Et donc, derrière cela, il y a aussi des logiques de vision de l'alimentation, des convictions fortes aussi sur la façon de produire, la façon de commercialiser. Voilà, donc on a vraiment des raisons qui sont multiples et qui sont en revanche très inspirées, notamment du parcours de l'histoire des gens quand ils viennent s'installer en agriculture. Et alors pour le banquier que vous êtes, si on veut vous voir avec un projet, généralement, quels sont les moyens nécessaires pour se lancer dans l'agriculture? Ils sont très variables. Faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, là, en agriculture, il y a des productions qui permettent aujourd'hui de s'installer avec un capital de départ assez limité, sans tous les lister, mais par exemple en maraîchage, si on n'achète pas le foncier et qu'on rentre en maraîchage, en fermage, bien là, on peut s'installer avec un capital, même parfois de 3 à 5 000 euros. On arrive à s'équiper un minimum pour des très petites structures. Et vous avez d'autres installations en agriculture où, en revanche, on est sur des investissements capitalistiques beaucoup plus importants, avec des capitaux moyens, comme par exemple en céréales, dans les grandes cultures ou en viticulture, où ça monte très vite à 500 000 euros, 600 000 euros, 1 million, 2 millions, voire plus. En général, dans ce type de production céréalière ou viticole, on est avec des capitaux moyens nécessaires qui tournent autour de 500 à 800 000 euros d'investissement en moyenne. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, on a entendu plusieurs intervenants. Voilà, j'ai un écho, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Non. Ah, oui, non, certains disent non. Pour en tout cas, voilà, on comprend que le modèle a le vent en poupe, mais comme toute entreprise qui se lance, il y a aussi un risque. Aujourd'hui, c'est quoi le taux d'échec à 5 ans? Alors là aussi, très variable, pour être précis. Tout dépend du parcours souvent du dirigeant. S'installer en agriculture, c'est d'abord une capacité à pouvoir gérer des compétences, avoir des compétences très diversifiées. Il faut être bon technicien, bon gestionnaire, bon commerçant, faire face à des aléas climatiques aussi, parce que l'agriculture, c'est aussi d'abord ça, c'est travailler avec la nature. Et donc, il faut avoir des matelas de sécurité. Et ensuite, il faut avoir un entourage qui accepte aussi des contraintes, avec une femme ou un mari qui accepte que son époux, sa femme, travaille le dimanche, des enfants qui acceptent aussi de partir moins souvent en vacances. Je vais pas en tout cas tout détailler, mais il y a un ensemble de composantes qui font, outre la compétence et la qualité du dirigeant, qui font qu'un projet réussit ou ne réussit pas, avec des taux d'échec à la sortie qui sont donc le fruit de toutes ces composantes-là. Et pour illustrer,
Ce qui marche très très bien aujourd'hui en agriculture, c'est quand typiquement on a quelqu'un qui arrive avec une famille. Donc souvent les gens qui sont dans le cadre familial, toute la famille derrière. Il y a aussi une volonté de transmettre parce qu'on hérite du patrimoine familial. Et donc il y a une forte pression, en tout cas une pression un peu plus forte, en tout cas à réussir le projet, mais aussi toute la famille qui est là pour aider. Et donc c'est des projets qui ont souvent un très fort taux de réussite. L'autre facteur de réussite aussi qui fait qu'on ça réussit très souvent, c'est quand les gens sont très bien accompagnés. On peut aussi venir en dehors du monde agricole et être très bien accompagné par la profession parce qu'il y a beaucoup de gens qui accompagnent les jeunes qui s'installent, sans tous les nommer, mais des experts comptables, les chambres d'agriculture, les banquiers, la région, le département, et je les citerai pas tous, mais il y a tout un écosystème qui accompagne. Et quand les projets sont bien accompagnés et qu'en plus on a un dirigeant qui a des fortes qualités en face multiples, qui saura gérer toutes les composantes et tous les risques, eh bien en fait les projets réussissent dans 90% des cas en moyenne. Très bien. En revanche, pour aller à l'autre extrême, on a parfois aussi des filières avec des gens qui n'ont pas le bagage technique suffisant, qui se sont pas préparés suffisamment, qui ont aussi une assise financière un peu plus légère que les autres quand ils démarrent, qui sont moins bien préparés et sur des filières aussi plus compliquées. Sans citer, mais on a des taux d'échec assez importants aujourd'hui, parfois sur des exploitations en maraîchage, sur des petites structures insuffisamment étendues, avec des gens qui ne sont pas préparés et qui en fait se rendent compte que l'idéal qu'ils voyaient dans cette reconversion en maraîchage après 10 ans de profession dans d'autres métiers, l'idéal qu'ils avaient et en fait la réalité de ce qu'est l'agriculture. En fait, ils sont compliqués. Et au final, pour donner un exemple, mais aujourd'hui sur certaines exploitations, installations en maraîchage, on a un taux de succès qui est de 2 sur 5 aujourd'hui au bout de 5 ans. C'est les chiffres qu'on a aujourd'hui, donc c'est pour vous donner aussi le taux d'échec qui est un peu plus important quand c'est mal accompagné. Donc voilà, c'est pas simple. Je ne vais pas approfondir. On en Non, mais d'autres l'idée, c'est de dire intervenants. les choses. Donc, au moins, voilà, on connaît les éléments, les réussites comme les échecs. Xavier Hollens, on l'a vu tout à l'heure sur vos slides, la grande distribution aussi fait des circuits courts. Comment est-ce qu'elle s'empare de cette mode-là? Avec le micro. C'est normal, tout le monde fait la même. Non, on n'a toujours pas le son. Alors, est-ce que vous allez réussir à brancher votre micro? Ça marchait tout à l'heure, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux... Tac. Alors, est-ce que vous pouvez brancher? Non? Non. Bon, ben, on a 1 heure pour réussir à brancher un micro. On va y arriver. Non, mais si, dès que ça refonctionne, faites-nous signe, on vous entendra. Je vais en profiter pour prendre quelques questions qui sont tombées de la part des internautes. Alors, merci déjà d'ailleurs aux intervenants dont certains répondent directement dans le chat. C'est bien parce qu'il y a pas mal de questions. On n'aura pas forcément la possibilité de toutes les sélectionner. Allez, Claire Lamoureux, existe-t-il des modèles de prédiction de la rentabilité des circuits courts pour accompagner les producteurs dans leur prise de décision et d'investissement? Est-ce que l'un de vous a une réponse à ce sujet? Il y a des modèles par rapport notamment à la préparation des installations aidées. Mmh. Effectivement, il y a pas des abacs, mais on sait effectivement en culture sous serre, il y a des ratios à respecter pour pouvoir réaliser un volume de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas totalement, comment dire, pas gravé dans le marbre et totalement établi et fixe et partagé Mais par tous. Il y a quand même des notions de calcul et de rentabilité par hectare et selon la nature des produits mis en place. C'est pareil d'accord. pour l'élevage, c'est pareil pour la vigne, et selon les cépages, etc. Question de Valérie Nicolas. Sur la question du foncier, les villes et les régions ne devraient-elles pas faire des réserves foncières, voire la ville de Mouans-Sartoux en 06, alors désolé, je ne connais pas, donc dans les Alpes-Maritimes, pour faire des DSP ou autres et produire ou faire produire localement? Peut-être Anna Hermann, est-ce que vous avez une... Je continue. Donc, c'est Mouans-Sartoux, effectivement, qui est un peu un modèle de régie agricole avec une autre ville en Alsace qui ont développé ce concept-là.
Donc, le principe est simple. La collectivité acquiert des Ah, terres, je suis de retour. emploie… Ah, on a récupéré… Allez-y, finissez, Anne. Je finis. Donc, en fait, ils emploient des salariés, des agents de collectivité qui travaillent la terre, qui produisent des légumes, et ces légumes sont valorisés dans la cantine. Le problème au département de la Gironde, on a également acquis une exploitation à Neudris, à Verteuil, où là, on est en train d'installer 3 exploitations agricoles, mais on a choisi de faire un bail agricole. Pourquoi? Parce que c'est un mode de gestion qui est assez contraignant, assez onéreux. Et puis, le choix des élus au niveau du département était de dire que ce n'était pas notre métier, donc il valait mieux rester sur un modèle agricole connu et maîtrisé, qui est celui du bail à ferme et qui permet d'installer 3 nouvelles exploitations. Ok. Xavier Hollands, on vous a retrouvé avec le son et l'image. Donc, c'était la question de la grande distribution et de la façon dont elle s'empare des circuits courts. Ouais, alors juste, alors sans revenir sur tout ce qui a été dit, notamment d'un point de vue historique, il faut bien voir qu'effectivement, tout ce qui était production locale, circuit court, était peu valorisé dans le modèle de la grande distribution traditionnelle, on va dire, parce que c'était laissé à la marge, c'était laissé effectivement à… On constatait que c'était très minoritaire. Et donc, la grande distribution, qui est un modèle de volume, s'intéressait peu à cet aspect-là. Et puis, quand on regarde tout ce qui est en train de progresser fortement, que ce soit le bio, le local, la demande pour la traçabilité, pour la qualité, ça finalement, ça se synthétise bien dans les productions locales qui sont souvent associées à de la qualité et de la fraîcheur. Et donc, la grande distribution s'intéresse de plus en plus en développant, vous le voyez, dans différentes enseignes, des alliances locales, en mettant de la signalétique pour signaler des produits locaux, en mettant en avant un partenariat avec un éleveur local, en essayant de faire la promotion, par exemple, de viande locale, de production locale, qu'elle soit transformée ou qu'elle soit brute. Et donc, on a cette tendance qui est pas anodine parce que, effectivement, tous les panels le montrent. Ce qui progresse le plus fortement dans la distribution, on va dire, alimentaire, c'est le bio et le local, et parfois c'est du bio et du local en même temps. Et donc ça, ce sont vraiment les deux, on va dire, les deux locomotives en termes de progression. Alors ça reste minoritaire en volume, mais en termes de progression, c'est ce qui est assez dynamique. Donc on voit bien que finalement, il marche un petit peu sur des plates-bandes qui traditionnellement, ou en tout cas sur des éléments qui traditionnellement étaient plutôt laissés de côté par les stratèges de ces grands groupes de distribution. Je peux illustrer par un exemple, puisqu'on vend nous-mêmes à la GMS, hein, donc les grandes et moyennes surfaces, que ce soit Leclerc, Carrefour, Intermarché. C'est vrai que clairement, il y a une volonté de leur part d'afficher la présence de produits locaux dans leurs rayons. Et puis nous, on va pas se pincer le nez pour le faire. C'est 75% des fruits et légumes qui sont vendus dans la GMS en France. Donc on y va. Par contre, concrètement, c'est tout autant de la communication pour ces acteurs de la grande distribution voire plus, que réellement des débouchés commerciaux pour nous de longue durée. Soyons honnêtes avec ça, parce que je pense aujourd'hui, on est sur un marché où plutôt bipolaire, avec d'un côté le conventionnel, de l'autre côté le bio. Et le local, pour l'instant, c'est ce pote assez sympa, mais un peu flou entre ce bio et ce conventionnel. Ce bio un peu cher, mais chouette, et conventionnel, pas cher. Et aujourd'hui, nous, à titre d'exemple, quand on vend du produit local, nos prix sont fixés sur ceux du conventionnel dans les super et les hypermarchés. Donc, il y a encore une culture clairement à faire, avec des obligations, que ce soit pour des enseignes qui sont en direct, qui sont des franchisés, avec des obligations de devoir passer en très grande partie par les centrales d'achat. Donc, si on n'est pas un peu pugnace, je citerai pas le nom de l'enseigne, mais il a fallu 3 mois pour pouvoir rentrer dans leur base de données et être en capacité de pouvoir commencer à commander, enfin, qu'ils puissent commencer à commander chez nous. Si on n'est pas un peu pugnace, clairement, la porte est quasiment fermée, quoi. Et à la place, on a des reflets de France et ce genre de choses-là qui donnent l'impression que c'est local. D'accord, pas toujours se faire abuser par les jolis logos sur les produits. Je comprends bien. Ça leur empêche pas de continuer à prendre entre 25 et 30% de marge sur les produits qu'on leur amène. Donc, effectivement. Bon, comme ça, au moins, les consommateurs qui sont devant leur écran sont informés s'ils ne l'étaient pas déjà. Le deuxième sujet qu'on allait aborder concerne les territoires. Est-ce que les circuits courts vont permettre
une revitalisation, une résilience des territoires ruraux. Anne Herman, encore vous, parce que vous représentez le département, donc assez logiquement, vous avez des choses à dire là-dessus. Comment est-ce que les collectivités locales, issues du monde rural, essaient de tirer leur épingle du jeu de cette mode, de ce succès des circuits courts? On a parlé de Mansartou, typiquement, c'est un peu un précurseur sur les modèles développés par les collectivités. Et Mhm. suite aux dernières élections de 2020, effectivement, il y a énormément de collectivités et de CDC qui aujourd'hui s'investissent sur des projets agricoles à part entière. C'est-à-dire qu'ils cherchent à acquérir des surfaces, cherchent à installer des agriculteurs ou à employer des salariés de la fonction publique pour produire en vue de fournir leur propre cantine et restauration collective. Donc c'est devenu une priorité euh, de, des collectivités qui sont pas, enfin, de tout courant politique. Hein. Il n'y a pas seulement que celles qui sont vertes. Mhm. Les autres collectivités ont vraiment un regard assez précis là-dessus. Et je crois que c'est aussi poussé par, par les citoyens qui sont assez demandeurs de cette prise en compte politique de leur collectivité. En fait. Donc voilà, il y a une demande des Ah ouais. citoyens et les collectivités aujourd'hui se mettent en position pour y répondre. Est-ce que Pierre Nave, pour poursuivre cet échange, est-ce que vous pensez que les circuits courts seront suffisants en quelque sorte pour revitaliser ou changer la donne dans les territoires ruraux? Je pense que non, enfin, il y a trop d'autres facteurs qui participent de la revitalisation des territoires ruraux pour tout faire reposer sur les épaules de l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est pas que la question des territoires ruraux à travers la question des circuits courts, c'est aussi la question des territoires périurbains, voire même urbains. L'exemple de Thomas, enfin, je trouve, illustre bien ça. C'est aussi comment on redonne de la place à l'agriculture dans d'autres territoires qui ne sont pas des territoires ruraux, et Mhm. comment on redonne de la place à une agriculture un peu différente que celle qu'on a promue jusqu'à présent, avec moins de surface, avec des débouchés qui sont plutôt orientés vers le marché local. Pardon. Donc, ouais, non, pour répondre à votre question, euh, à elle seule, l'agriculture ne pourra pas participer à la revitalisation. Elle y participe d'une certaine manière, euh, et, euh, et notamment enfin moi, pendant ma thèse, j'ai vu des exemples assez intéressants qui ne sont pas ceux de Montsartou, mais euh, les échelles infradépartementales de collectivités territoriales, type communauté de communes, mais surtout les pays, peuvent avoir un impact assez intéressant sur l'agriculture et à la fois les politiques d'installation en préemptant des terrains agricoles qu'on peut réserver à l'installation de porteurs de projets orientés vers la production biologique en circuit court, mais aussi pour alimenter de nouveaux marchés comme la restauration collective, dont on a peu parlé jusqu'à présent, mais j'ai vu qu'il y avait une question à laquelle Anne a déjà répondu dans le fil de discussion. Mais voilà, je pense que aussi il y a des leviers à tirer par ces collectivités infradépartementales pour promouvoir de nouvelles formes d'agriculture qui participent à la revitalisation de ces territoires. Merci. Anthony Gézégou, sur le même sujet de la revitalisation des territoires, est-ce que vous pensez que... Alors, on a bien compris que les circuits courts n'allaient pas tout révolutionner, mais quand même, selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent au moins modifier? Très basiquement, quand on parle de revitalisation, il y a le mot vie, vie à l'intérieur. Juste par l'approche financière, aujourd'hui, les revenus moyens en agriculture avoisinent les 15 000 euros par an. Ça, c'est la rémunération que se prélève aujourd'hui un agriculteur moyen en France. Donc la question même de revitalisation, c'est parfois dans certaines filières, c'est même une question de survie. Et aujourd'hui, on sait que la politique agricole commune a, dans l'un de ses piliers majeurs aujourd'hui, ses orientations, une volonté de maintenir une activité en vie dans les territoires pour justement garantir cet entretien des territoires ruraux et périurbains. Les circuits courts aujourd'hui, par rapport à ce paradigme, ce contexte que je décris, il trouve un sens parce qu'aujourd'hui, il permet
à certains agriculteurs qui aujourd'hui ont des problématiques de survie, tout simplement pour des questions de logique financière, de manque de rentabilité. Les circuits courts permettent d'aller chercher davantage de valeur, une meilleure rémunération du produit, ça a été dit par les autres intervenants. Et par exemple, pour citer quelqu'un qui produit aujourd'hui, qui est sur la filière laitière, quand il livre du lait à une laiterie et qu'il est payé autour de 30 centimes du litre, s'il fait du circuit court, il sera en mesure certainement d'aller chercher des prix qui avoisinent plutôt 1 euro par litre en faisant de la vente à la propriété. Donc, on va chercher davantage de rentabilité et donc une meilleure survie et même aller chercher donc de la rentabilité qui permettra d'aller faire du développement et donc pérenniser, faire revitaliser les territoires ruraux. Voilà, donc écoutez, en tout cas, ça me va, ça me convient très bien. C'est Xavier Hollens sur le même sujet de la revitalisation des territoires. Pourquoi est-ce que ça compte quand même que la circuit court puisse un peu changer la donne? Alors effectivement, c'est compliqué, comme l'ont dit les intervenants, de tirer déjà une conclusion de ça, mais ça participe quand même du maillage du territoire, ça participe quand même d'une activité économique. Il faut bien voir qu'en termes d'activité économique, quand il y a effectivement un circuit court, il y a des échanges. Et donc, autour de cette activité économique, il y a aussi des fournisseurs, des sous-traitants. En tout cas, il y a un maillage économique aussi qui se joue. Il y a un maintien d'activité économique et donc c'est tout un circuit qui localement peut jouer, que ce soit proche des métropoles, on a parlé des ceintures maraîchères, ou que ce soit sur des territoires réellement ruraux. Donc ça participe d'une revitalisation, je sais pas, mais en tout cas d'une dynamique économique locale, territoriale. C'est aussi au-delà de l'économie, créateur de liens sociaux. On sait très bien que les agriculteurs sont parfois isolés. Ça fait partie des difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, quand on est surtout dans un schéma de vente directe ou de circuit court, c'est aussi évidemment de la création économique, mais c'est aussi du lien social qui se joue. Et puis, voilà, il y a d'autres projets plus partenariaux. On a parlé de Nodris, d'autres exemples qui montrent qu'on peut aussi associer différents acteurs au-delà des acteurs traditionnels. Si je peux me permettre aussi, les circuits courts, c'est aussi pour beaucoup une histoire de vie ou de mort. Faut être totalement concret maintenant. Il y a beaucoup d'acteurs agricoles, justement dans la recherche de la rentabilité, qui sont obligés de se mettre à ça, à mettre en place des armoires automatiques dans les villages où on peut aller chercher son panier parce que l'agriculteur l'a mis le matin. C'est s'acheter une petite camionnette pour aller faire la distribution des paniers ou créer un petit espace d'accueil. ERP évidemment dans les fermes pour être en capacité de vendre, avoir un petit atelier de transformation. Je suis désolé, mais tout ça en fait, ça représente un coût énorme. Et en plus il faut quand même qu'on continue à produire. Notre rôle, c'est avant tout d'être des producteurs. Et travailler sur des circuits courts, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. On a des gros déficits sur la plupart des territoires d'ateliers de transformation qu'il n'y a pas quand on veut ensacher son mesclin ou faire fumer sa truite, etc. C'est compliqué d'arriver à trouver des acteurs avec lesquels on va pouvoir travailler pour pouvoir créer notre propre marge supplémentaire. Donc oui, vendre en direct, ça devient une obligation pour avoir des revenus décents. Quand j'entends 15 000 euros de revenus annuels, moi perso, ça ne me surprend pas qu'on n'arrive pas à revitaliser. Qui a envie de gagner ça par an et pas avoir de week-end, particulièrement quand on est dans l'élevage. Donc pour moi demain, si on arrive à travailler sur le travail de base qu'on doit faire et la pédagogie qu'on doit faire, c'est sur le consommateur. C'est arriver à lui expliquer quel est le vrai coût des choses. Et parce qu'aujourd'hui, si on achète son kilo de tomates, vous allez le trouver dans les rayons, parce que je commence à en voir dans le coin là, à 99 centimes. Il y a pas de mystère. Ça veut dire que derrière, il y a un coût sanitaire, il y a un coût social, il y a un coût environnemental, il y a un coût de santé publique qui n'est pas pris en compte et qui sera pour les générations futures. Donc il y a clairement un travail à faire demain pour que honnêtement, je connais plus les chiffres. Peut-être que toi, Pierre, tu les connais, mais quelle est la part maintenant
dans le portefeuille des Français de l'alimentation versus il y a 50 ans, bon, c'était divisé par 2 ou par 3. Il n'y a pas de mystère, c'est qu'à un moment ou à un autre, ces marges-là ont été reniées pour les producteurs en partie. Donc, le sujet il est un peu là. Demain on arrive à doubler les 15 000 pour passer à 30 000 euros en étant agriculteur parce que les gens finissent par payer le vrai prix des aliments et sans coût finalement social, sanitaire ou environnemental derrière. On y est, il n'y a pas de problème, on revitalise. Alors vous prenez un peu d'avance parce que le consommateur, on finira sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'est un sujet absolument central quand on parle des circuits courts. Pierre, vous avez été interpellé, vous pouvez répondre. Oui, enfin, je souhaitais répondre avant ça, mais alors j'ai pas les chiffres en tête. Je sais que effectivement, il y a une soixantaine d'années, je crois que le poste alimentaire représentait 50% de la dépense d'un ménage. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 10. Donc, on voit bien que aujourd'hui, enfin voilà, c'est juste plus le même coût. Enfin, on n'est plus prêt à payer autant, parce que les charges augmentent de tous les côtés, de toute façon. Ouais, Vas-y, Xavier, pardon. Xavier, je pense non, mais juste en complément par rapport à ce que disent Pierre et Thomas, en grande partie parce que les postes qui ont le plus augmenté en proportion, c'est le logement et les transports, qui représentent, voilà, on le sait tous, que ce soit le crédit ou la location, le poste principal. Allez, on avance sur le webinaire. On va venir au consommateur d'ici 10 minutes. On va d'abord parler d'innovation technologique et sociétale. Alors, évidemment, c'est toujours lié au circuit court. Thomas Boiskian voulait vous entendre là-dessus. Ce que vous proposez, ça paraît très, très innovant. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure, finalement, vous inspirez de choses qui existaient il y a plusieurs milliers d'années. Donc, expliquez-nous comment vous avez eu l'idée et puis pourquoi est-ce que on ne réinvente rien finalement. Mais oui, c'est ça. Bon, je commence à jouer le rôle du Jean-Pierre Coff des conférenciers. Mais en fait, concrètement, on a tendance à se dire que l'avenir de l'agriculture passe par des drones, des robots, des capteurs de partout, etc., dans des serres ultra high-tech avec une personne pour 15 hectares. Je pense honnêtement que c'est une connerie. La raison est simple. Il y a plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est que les innovations, celles qui permettent de produire de manière intensive et dans le respect de l'environnement et des consommateurs, ça existe déjà. Maintenant, il faut juste des pouvoirs publics qui arrivent à se dire, OK, je vais faire des pouvoirs publics ou des investisseurs à titre privé. On va annoncer une levée de fonds début de semaine prochaine. On a 85% des personnes qui mettent des billes dans la levée de fonds qu'on met sont des acteurs privés. Donc, aujourd'hui, on a des solutions qui existent. L'aquaponie en fait partie. C'est pas la solution, c'est partie d'une des solutions. Clairement, on fera jamais de céréales en aquaponie, ce serait complètement débile. Mais des solutions concrètes existent, même très low tech en soi. Low-tech au final, donc avec peu d'investissement au mètre carré. Et pour autant, on peut arriver à produire sans engrais, de manière intensive, sans phytosanitaire. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien prendre dans mes bras mes potes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour leur dire c'est possible, ça existe. Mais il y a une certaine inertie dans le secteur que j'adore par ailleurs, hein, mais inertie qui fait que il est encore parfois assez compliqué de se dire finalement, ces innovations-là, elles sont là, on a juste à les ramasser et à les passer à l'échelle. Donc oui, vous verrez je vous inviterai à la visiter à l'occasion, hein, parce que c'est vraiment pas loin, mais pour ceux qui sont dans la région bordelaise, on a quelques capteurs, etc., qui vont pouvoir nous permettre de créer un savoir paysan, hein, parce que finalement, il y a très peu de capitalisation sur cette ancienne néo-agriculture, mais en soi, ça reste relativement faible en matière d'investissement versus le chiffre d'affaires qu'on peut faire derrière. Donc, je ne sais plus quelle a été ta question, Yann, mais… Non, mais c'est sur l'innovation et finalement, l'innovation qui n'est pas si innovante que ça, en fait. Oui, tout à fait. En fait, on peut quand même utiliser, faut pas être non plus être dogmatique et se dire que, enfin, moi, je chaufferai ma serre uniquement avec du bois ou des trucs comme ça. Mais bon, on est sur des serres. On peut arriver à produire sur des serres froides, sans climatisation, sans chauffage, et pour autant faire des produits de saison. Donc, charge à nous aussi, en tant qu'agriculteurs, commerçants, de sensibiliser nos clients à leur dire, bah oui, désolé, on n'a pas de tomates cet hiver ou de basilic parce que là, c'est des choux, ou une chou kale ou de la roquette ou de la blette. Et c'est hyper bon, on peut faire des plats super avec ça. Donc, on a aussi ce rôle-là de pédagogie, à s'habituer à arrêter d'acheter des cerises en hiver pour faire un petit clin d'œil à notre ancien maire bordelais. Donc, on a des innovations, ça existe, et certaines, tant qu'elles ont pour objectif
de réduire cette dette environnementale, cette dette sociale, très bien. Mais si c'est pour demain faire des serres sans aucune personne humaine, je pense que c'est une bêtise, sachant que l'agriculture a justement, on en parlait, lieu de vie. Ça a justement pour objectif aussi de recréer du lien. Alors oui, alors notre particularité à nous, c'est qu'on est installé en ville. Et c'est la première raison à ça, et je vais être totalement honnête avec vous, c'est que moi, ça me faisait flipper de me retrouver ostracisé sur un plateau au Larzac. Là, je peux, à coup de vélo, je peux retrouver mes potes en terrasse, enfin, dès qu'elles sont ouvertes. Donc, c'est rassurant, et pour autant être agriculteur. Et pour autant, faire une agriculture en ville, c'est juste la culture paysanne qui revient dans les villes, dans d'autres interstices, celles qui ont disparu avec le mitage du développement des villes. Donc alors oui, on est un peu hybride. C'est vrai que j'ai pas l'accent du Sud-Ouest, j'ai pas un chapeau sur la tête. Ça va être un peu déceptif peut-être pour certains qui s'attendent à l'image, l'archétype de l'agriculteur. Mais bon, d'ici 10 ans, 50% des agriculteurs seront partis à la retraite. Donc si nous tous, on s'intéresse pas à ce sujet-là, on mange quand même 3 fois par jour. Si on s'intéresse pas à ce sujet-là, qui va prendre notre place? À quoi vont ressembler nos fermes demain? Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être important, avec une focale sur l'innovation. Si toutefois elle est favorable à la rentabilité des fermes, à ce moment-là, je suis à fond dessus. Bon, merci pour ce témoignage. Puis je note l'invitation à venir visiter l'exploitation. Invest in Bordeaux organise pour ses adhérents des visites d'entreprise de façon régulière. Donc, pour les adhérents qui nous regardent, sachez que vous serez invités prochainement chez Thomas pour visiter l'exploitation. Avec plaisir. Pierre Nave, on poursuit sur le sujet de l'innovation. Voilà. Alors, voilà. En quoi consiste finalement l'innovation aujourd'hui dans le monde agricole? Est-ce que le circuit court fait partie, selon vous, des innovations? Je rejoins tout à fait le propos de Thomas, et de manière générale, au-delà du monde agricole, réduire l'innovation à sa dimension technologique, c'est une grave erreur. L'innovation technologique, c'est une forme d'innovation, mais parmi d'autres, on parle d'innovation d'usage, d'innovation de procédés, d'innovation de mode de commercialisation. Donc voilà, on voit bien que l'innovation n'est jamais que technologique, et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on peut tout à fait appréhender la question des circuits courts sous le mode de l'innovation commerciale. Alors, le circuit court en soi n'est pas qu'une innovation commerciale, c'est une survivance de quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais pour autant, on voit bien qu'il y a des innovations vraiment alimentées par les nouvelles technologies de l'information, de la communication, qui permettent de digitaliser les relations entre les producteurs et les consommateurs, d'acheter ces produits un petit peu différemment, mais sans aller jusque-là. Le principe de la MAP, c'est une innovation commerciale. C'est un groupement de consommateurs qui s'organisent autour d'un producteur pour lui acheter, pour lui prépayer sa récolte. C'est une innovation. C'est une innovation commerciale. Le drive fermier qui est porté par la chambre d'agriculture, par les chambres d'agriculture maintenant, mais qui est né en Gironde, c'est une innovation commerciale. C'est créer une plateforme une plateforme digitale sur laquelle les consommateurs peuvent acheter du lundi au vendredi pour une livraison le vendredi aux producteurs du territoire qui sont référencés sur la plateforme. Voilà, donc il y a énormément d'innovations, notamment commerciales. Il y a également, je pense, des innovations de produits. Ça peut être des innovations technologiques, les nouvelles variétés alors c'est peut-être pas forcément hyper associé au circuit court, ces innovations technologiques de produits. Par contre, une innovation que je considère être une innovation de produit, c'est la vente de paniers, notamment dans les AMAP. On ne vend plus des produits à l'unité ou au kilo, mais on vend un panachage de produits, donc un panier de légumes de saison avec en été des courgettes, des tomates, etc. Et le panier a un prix fixe, donc ça permet de sortir d'un calcul au kilo ou à l'unité du produit. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de créativité de la part
des agriculteurs, de la part des organismes agricoles qui les accompagnent et de la part des collectivités et des pouvoirs publics qui accompagnent aussi et qui cherchent à institutionnaliser, à pérenniser un peu toutes les innovations qui se font jour de manière souvent silencieuse, un peu invisible, expérimentale. Et voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à regarder du point de vue de l'innovation non technologique, encore une fois. Ok, merci. Anne Herman sur sujet innovation ou nouveauté finalement, parce que Pierre Nave dit que voilà, en sortant de la technologie, c'est l'innovation, c'est aussi de sortir des nouveaux produits. Qu'est-ce que vous voyez émerger? En fait, c'est assez riche et on est toujours étonné. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, il y a quand même un développement de nouvelles cultures. On voit des champignons du style shiitake qui était quand même pas un champignon, c'est loin d'être une cèpe locale, on va dire, et qui sont cultivés dans des milieux style garage, des anciennes caves, voilà, des milieux clos. Ce ne sont pas voilà, des milieux, ce ne sont pas des terrains qui peuvent être cultivés en milieu urbain. On trouve des citrons aujourd'hui. La transformation fromagère, il y a certains producteurs qui se lancent dans la mozzarella, des fromages hollandais. Bon, c'est des choses un peu atypiques, mais qui correspondent à un développement de marché qui sont saisis par les producteurs locaux. Et pareil pour les poulets, traditionnellement, c'était des poulets qui étaient vendus entiers. Maintenant, il y a beaucoup de producteurs qui se mettent à la découpe. On a même un producteur qui vend des œufs, mais qui vend du blanc d'un côté et du jaune de l'autre côté, en bio, tout ça en bio, pour les collectivités, pour la restauration collective. Voilà, ils s'adaptent aussi au marché et ils savent s'équiper pour répondre. On parlait des technologies, c'est aussi ça, c'est-à-dire les producteurs vont aller jusqu'au bout du produit parce que ça correspond à un marché et une valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir acquérir. Et puis, juste à titre anecdotique, on est quand même sur la ceinture maraîchère. Il y a beaucoup de maraîchage pour les légumes asiatiques. Tous les légumes asiatiques que vous consommez dans les restaurants à Bordeaux viennent pratiquement à 80% de la région bordelaise. Ça a l'air surprenant, mais c'est vrai. Pareil pour les légumes africains. Voilà, il y a un foisonnement de production aujourd'hui qui se déploie et dont on s'étonne tous les jours. Et c'est plutôt intéressant et pertinent, il me semble. Très bien. Anthony Gézégou, enfin, on va finir sur finalement l'innovation que vous observez depuis votre poste. Elle consiste en quoi? Il se passe plein de choses aujourd'hui dans l'agriculture. Il y a une vraie accélération aujourd'hui de l'innovation. Je partage assez ce qui a été dit tout à l'heure. On la trouve dans dans un ensemble de choses, d'innovation, à la fois technologique. On voit bien qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus d'intelligence connectée aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'outils. Il y a de plus en plus de technologies. Il y a des nouveaux usages aussi aujourd'hui. On parle des circuits courts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techno aussi qui arrivent avec des distributeurs automatiques d'huîtres, des distributeurs automatiques de pain, de légumes également. Il y a beaucoup de choses qui se développent aussi avec de la robotisation. Thomas en a parlé tout à l'heure sur aujourd'hui l'automatisation, la robotisation aujourd'hui dans les systèmes de production, de commercialisation et de gestion des entreprises. Et pas uniquement que dans une logique de circuit court, c'est tout simplement une logique aujourd'hui de recherche, de réaction par rapport à des contraintes nouvelles aujourd'hui. Tout simplement, aujourd'hui, on a des problématiques de main-d'œuvre en agriculture. On a des agriculteurs qui ont des surfaces importantes à cultiver, qui ne trouvent pas de main-d'œuvre et qui ont aujourd'hui des marchés à livrer en grande distribution, à l'export. Donc, ils n'ont pas la volonté de réduire la surface, mais plutôt de compenser les problématiques qu'ils rencontrent. Et tout ça, ça passe par tout simplement toutes les innovations qu'ils peuvent trouver dans la techno, dans les nouveaux usages, dans la recherche de valeur ajoutée aussi, notamment une meilleure valorisation du produit, le market également, la partie marketing prend et s'accélère aujourd'hui de manière très forte avec on a parlé des AOC ces dernières années, mais aujourd'hui on est sur des nouvelles donnes aujourd'hui sur ces questions de qualité. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, on constate énormément d'innovation en réaction à des nouvelles contraintes, en recherche d'avenir aujourd'hui par rapport à une agriculture de demain qui sera multiple.
Et bien sûr, on la retrouve dans les circuits courts, avec beaucoup de techno aujourd'hui, beaucoup d'innovation de manière générale sur l'ensemble des segments. Thomas, tu souhaitais Voilà. intervenir? Oui, pardon, merci d'avoir précisé, Pierre. J'étais parti un peu sur l'innovation technologique, mais c'est vrai qu'en matière d'autres innovations, moi j'ai des confrères, par exemple pendant le confinement, qui ont créé des groupes WhatsApp de clients qui permettaient comme ça de communiquer sur quel était le contenu de leur panier de la semaine. Nous maintenant, on fait alors accrochez-vous, je sais pas si vous connaissez, mais du retargeting ou du Facebook Ads ou du Google Ads en localisé pour pouvoir communiquer auprès de profils relativement intéressés aux produits qu'on peut mettre en place. Innovation d'usage aussi, c'est peut-être c'est dans la notion de réseau. Les nouvelles fermes, c'est une structure tête avec plusieurs fermes qui vont être ouvertes les unes après les autres et qui vont rentrer en réseau entre elles. Donc ça permet en fait ensuite de capitaliser avec de la donnée. Bon, je peux balancer des mots-clés qui peuvent vous faire plaisir, mais genre du big data avec des ERP dans le cloud qui pourront Ça fait à permettre la vue. de l'aide à la décision. Mais en tout cas, le fait de créer des réseaux, on est moins seul, on capitalise plus de savoir, on recrée du savoir paysan et qu'on peut ensuite recracher. Et c'est de toute façon, il n'y a pas de structure maraîchère. On en parlait tout à l'heure dans les succès, surtout échecs dans la structure maraîchère. S'il n'y a pas d'accumulation de savoir, de capitalisation de ce savoir-là. Donc, c'est vrai que dans les circuits courts, ça peut aider, en tout cas, de mettre en place ces innovations d'usage de données, notamment sur le travail sur la donnée, qui permet de faire de l'acquisition et aussi de la rétention des clients que vous avez. Je prends une question posée par Christophe Bosny. Pour sortir des problèmes de rentabilité dans l'agriculture, une des voies est de créer plus de valeur, notamment grâce à la transformation. Les agriculteurs ont déjà beaucoup de travail pour la production, passer par des transformateurs locaux et de la distribution également locale. Est-ce que, alors je sais pas qui, est-ce que intégrer la transformation, est-ce que c'est l'une des solutions? Est-ce que l'un de vous a un point de vue là-dessus? Oui, enfin, je pense qu'effectivement, tout dépend de la technicité de la transformation. Il y a certains éleveurs, notamment laitiers, qui organisent des ateliers de transformation du lait en produits, yaourt, etc., sur leur atelier de ferme. Donc, euh, en fonction de la technicité, on peut internaliser ses coûts et de fait, ça permet de bien mieux valoriser son produit. On peut aussi faire appel, comme Christopher le suggérait, à des transformateurs locaux. Mais du coup, là, et là je pense à la question des abattoirs mobiles, il y a des questions de mutualisation. Donc il y a un rôle aussi de la collectivité à jouer sur la promotion de ces systèmes, mais avec de vraies questions sanitaires derrière qui sont, je crois, pas aujourd'hui pas tout à fait réglées. Enfin, peut-être Anne pourra mieux compléter que moi sur cette question. Ouais, là-dessus, c'est qu'en fait, ça dépend des produits. Effectivement, transformés, il y a beaucoup de projets de légumerie qui sont dans les tiroirs aujourd'hui. C'est un gros investissement, ça nécessite une prise en compte d'un produit disponible et régulier assez important. Par contre, des centres d'emballage d'œufs bio, c'est un petit investissement et vous allez sur un marché un peu plus important, quoi. La viande, la transformation à la viande, vous avez aujourd'hui des gens qui vont faire abattre à proximité de la région bordelaise et la découpe est refaite au niveau du département. Vous avez 4 ou 5 ateliers de découpe portés par des agriculteurs souvent qui proposent la prestation de découpe pour les tiers. Donc tout dépend un peu du type de produit. Il y a des transformations qui sont très chères et il faut bien les réfléchir d'un point de vue collectif avec les collectivités, mais aussi sous la forme CUMA. Parce que je vous rappelle qu'une des particularités du monde agricole, c'est qu'il y a des organisations coopératives de matériel et pour la commercialisation. C'est un peu, on va dire, la structuration cœur même de l'agriculture aujourd'hui. Et voilà, tout est faisable, mais il faut être très prudent par rapport à la transformation. Ce n'est pas la solution
Miracle. Xavier, si vous voulez ajouter quelque chose très rapidement, parce qu'après, il va nous Ouais, rester un quart d'heure. très rapidement, beaucoup de choses ont été dites, mais pour moi, il y a un double effet de ciseau. Ça a été rappelé, c'est l'investissement en fonction de la technicité. Et le deuxième, finalement, qui vient un peu couper les ailes des agriculteurs, c'est que la place est prise. C'est historiquement la place, par exemple, des coopératives ou d'autres acteurs, et c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire, si la place est prise en termes de transformation, ben, ça fait d'autant moins de place pour des acteurs qui voudraient sortir un peu de ces systèmes et parfois de ce carcan. Donc, il y a aussi des structures et des tendances lourdes dans les filières agricoles qui font que c'est plus ou moins facile. Et puis, effectivement, le premier élément, c'est avant tout l'investissement, comme ça a été rappelé. Pour finir, on va parler du consommateur. On a pas mal tourné autour finalement de ce sujet-là, du consommateur depuis le début de ce webinaire, pour voir à quel point son rôle est important. Xavier Hollands, les producteurs qui misent sur les circuits courts, à quel point doivent-ils compter sur ce consommateur? Autrement dit, est-ce qu'il y a un modèle économique viable pour les agriculteurs qui produisent en circuit court, au-delà de ces consommateurs qui sont peut-être prêts à payer un peu plus cher pour faire vivre leurs producteurs locaux? C'est une question évidemment intéressante et qui, je pense, résume à peu près tout ce qu'on s'est dit, enfin, en tout cas, une partie des problématiques qu'on a identifiées. Évidemment, la problématique essentielle en agriculture, on l'a dit, en gros, c'est le métier où on bosse le plus pour être plutôt le moins bien payé en France, avec ensuite tout un tas de problématiques sociales, sociétales. Donc, c'est un métier qui est parfois compliqué, mais c'est un métier de passion. Il faut quand même le reconnaître. Et en face, il y a une rémunération qui est quand même limitée. On a évoqué ces 15 000. Heureusement, il y a des aides, des subventions, mais on ne devient pas forcément riche en étant agriculteur. Donc derrière, cette question-là de la rémunération, elle est prépondérante parce qu'on est en vente directe ou en circuit court, effectivement, eh ben, on laisse un peu moins de marge aux acteurs qu'on a identifiés. Donc ça, c'est le premier élément quand même. Les circuits courts, la vente directe, normalement, en principe, laisse un peu plus de marge effectivement aux producteurs et c'est pas plus mal parce que on l'a dit par exemple dans la filière laitière, c'est une filière particulièrement compliquée, il y a des prix spot, il y a des prix mondiaux, il y a de la concurrence et donc on est un petit peu écrasé par des acteurs qui imposent parfois un petit peu leur coût. Il y a un autre élément, je trouve, dans la réflexion qui est important, c'est quand on parle de circuit court, de vente directe, de production locale, etc., c'est qu'il faut se poser la question aussi du volume et de la production. Est-ce que les circuits courts sont par essence destinés à être simplement des circuits de complément ou est-ce qu'on va assister à un basculement? Pour l'instant, on évoquait ce chiffre d'à peu près 10%. Il y a une légère progression, mais à terme, a priori, c'est pas destiné à être, on va dire, le marché principal. Il y a un autre élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, on a dit, des territoires qui sont reconquis, etc., mais globalement, des terres agricoles qui restent à peu près au même niveau. Donc, il y a aussi une question de productivité sur des territoires qui restent à peu près à périmètre constant. Donc, ça fait partie de la réflexion. Et puis, plus globalement, du côté, cette fois, du consommateur ou consommateur, effectivement, ce qu'on constate, c'est que finalement, on retrouve quelque chose qu'on observait il y a 10 ou 20 ans à travers le chocolat, le café, c'est-à-dire du commerce équitable. Et là, on essaie de retrouver une mentalité de commerce équitable, mais à destination du producteur local ou du circuit court. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et voilà, des collègues sociologues, économistes ont travaillé cette question-là, notamment dans cette période de confinement, en essayant de se demander si le confinement, le recentrage sur le local, allait se traduire finalement par un peu plus de recherche de produits locaux et de consommation de produits locaux. Est-ce que ça va être un effet de mode? Est-ce que ça va faire cheat? Ou est-ce qu'effectivement, on va avoir petit à petit un changement des mentalités? Pour l'instant, ça semble un petit peu s'installer. Est-ce que à nouveau le contexte sanitaire, le confinement font que on est dans ce contexte un peu particulier où on est recentré sur notre environnement local? On sait bien en termes d'alimentation que ce sont des transformations longues et donc voilà, ça va pas y avoir une révolution du jour au lendemain, mais en tout cas c'est une tendance qui se poursuit et qui s'inscrit pour l'instant un petit peu dans la durée, qui va sans doute se poursuivre, mais à un rythme peut-être un peu moins rapide que ce qu'on a connu lors du premier confinement notamment, où beaucoup de Français voilà, ont découvert, ont redécouvert des productions locales. Alors, justement, oui, la Covid change aussi le contexte. Anne Herman, de ce point de vue-là,
la Covid a remis ou a mis peut-être simplement l'intérêt du produire local au devant de la scène et puis des médias aussi, il faut le dire. Est-ce que vous constatez que ces consommateurs, ils sont plus nombreux qu'il y a 1 ou 2 ans? Alors, je pense qu'ils sont un peu plus nombreux qu'il y a même 6 mois, même avant, pratiquement avant 1 an. Et puis ça dépend les produits aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des filières qui ont plus profité de la Covid que d'autres. Typiquement les fruits et légumes ont vraiment eu un effet, enfin la Covid a eu un effet sur la commercialisation directe des fruits et légumes et la viande. Ce sont deux catégories de produits qui ont bien bénéficié de l'effet confinement. De l'effet La d'accord. viande, il y a une explication, c'est qu'en fait, euh, par rapport au risque encouru sanitairement par rapport à la viande, à chaque fois qu'il y a une crise, les, les consommateurs retournent vers une production locale pour se rassurer aussi, quoi. Et puis il y a un changement de mode de consommation. On consomme moins de Mmh. viande, mais de la viande de meilleure qualité, quoi. Donc il y a une tendance qui s'affiche. On voit bien que il y a des choses qui se marquent, mais pour autant, ça reste pas quand même, comme disait Xavier Hollande, c'est pas encore très marqué et très confirmé. Et puis effectivement, je pense pas que basculement tous producteurs locaux et tous consommateurs de produits locaux, c'est pas pour demain. Ça, c'est clair. C'est pas pour tout de suite en tout cas. Ah bah, pour conclure, chacun en 1 minute, alors c'est un peu court, mais l'heure et demie va être atteinte. S'il peut me donner son point de vue sur le moyen ou long terme, jusqu'où peut aller finalement le circuit court? Est-ce que, le plafond de verre est atteint ou est-ce qu'on peut imaginer un basculement comme vous le disiez? Vous sembliez plutôt mettre des réserves. En tout cas, je suis intéressé par avoir le point de vue des 5 à ce sujet-là. Thomas Boisserie, si vous voulez prendre la parole. Ah bon? Ok. La Ah, il en question. faut bien un, hein, il faut bien démarrer. Euh, oui, alors sur la prospective, je vous avoue, c'est encore assez compliqué. Euh, Comment dire? Hippocrate disait que finalement, une bonne santé, ça commence d'abord par ce qu'on a dans l'assiette. Je pense qu'il faut d'abord, peut-être en tant que consommateur, commencer par là. Et, euh, bien sûr, avec tout le travail qu'on peut avoir avec des applis type Yuka, avec d'autres qui vont faire Mmh. calculer l'impact carbone de tel ou tel produit, je pense qu'au fur et à mesure, on commence à être des acteurs, des consommateurs de plus en plus éclairés. Donc, j'espère une chose, c'est que cette information continue à s'insuffler dans la société, dans notre assiette, pour que demain on puisse comprendre à quel point notre carte bleue est avant tout bien plus fort qu'un bulletin de vote et que le monde qu'on souhaite demain commence par celle qu'on enfile dans le TPE. Voilà. Donc, Mmh. ça n'est que. 1 minute, c'est très bien, ça me va comme réponse. Merci. Pierre Nave. C'est c'est toujours une question difficile, hein, cette question de prospective. Je- honnêtement, j'en sais rien. Bien malin d'ailleurs, celui qui pourrait prétendre le savoir. Mmh. Euh, je pense que, en fait, moi, ce que j'aimerais mettre en débat, c'est finalement la question du local. Qu'est-ce que ça veut dire, le local? Est-ce que c'est un local conventionnel, un local en circuit court? Enfin, et de fait, on parle de producteurs locaux, mais tout le monde est le producteur local de quelqu'un. Il faut juste savoir Mmh. de quelle échelle locale on parle. Et dans le sud-ouest, on a la chance quand même d'avoir un bassin régional de production qui est extrêmement diversifié. Donc, on pourrait se dire que ce serait une bonne chose, peut-être plutôt que de développer des circuits courts, enfin de vouloir résumer tout à la question du circuit court. Je pense qu'il faudrait se poser, la question peut-être davantage de l'échelle d'approvisionnement de la métropole et du territoire et essayer de relocaliser, régionaliser les approvisionnements et, si possible, d'associer cette re-régionalisation à une sélection un peu plus sévère des modes de production des producteurs auprès desquels on s'approvisionne. Réponse de Normand, du coup. Ça me va très bien. Anne Herman, sur ce sujet du plafond de verre, j'allais dire, du circuit court. Moi, j'ai plutôt une vision très, très optimiste. Je pense qu'on a une marge de progrès assez énorme.
Moi, je vois, alors tout à l'heure, M. Gézégou parlait de 20%, enfin, de 2 sur 5 qui duraient en termes d'installation maraîchage. Je serais moins sévère que lui. Je pense qu'on est plutôt à 3,5 sur 5 qui durent plutôt que dont les entreprises se sont pérennisées. Super dur. Voilà, beaucoup plus. Enfin, à mon sens, je pense que c'est plus élevé que ça. Je Mhm. pense que la marge est importante. Et pour compléter un peu les propos de Pierre, effectivement, les collectivités aujourd'hui regardent beaucoup la notion d'autonomie alimentaire et de sécurité alimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur notre territoire combien on va produire pour nourrir la population. Et aujourd'hui, c'est un enjeu très important sur lequel il y a une politique publique qui se construit et qui accompagne les installations de nouveaux producteurs en circuit court. Très bien. Anthony Gézégou. Pas mieux que mes collègues. Question difficile. Peut-être simplement dire que la question, c'est pas tant ce que souhaiteront faire nos producteurs sur leur façon de produire demain. Tout simplement revenir à un basique. C'est qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment vont manger les gens demain? De quelle façon ils vont manger? Est-ce que demain, la consommation, l'alimentation se fera à la maison, un peu comme elle l'est un peu plus aujourd'hui? Est-ce que demain, l'alimentation, elle se fera au restaurant? Est-ce qu'elle se fera dans la rue? Comment est-ce que les Français vont vouloir faire leurs courses demain pour se nourrir? Et donc, la réponse à la question que vous posez, pour moi, elle se situe d'abord là. Et donc, j'ai pas la réponse, parce qu'encore une fois, je pense que demain, je vois très clairement pas chaque Français aller acheter leurs légumes chez le maraîcher du coin et aller chez le paysan d'à côté acheter son bœuf et aller acheter son poisson chez le marin-pêcheur du port d'à côté. On aura toujours besoin d'une grande distribution. On aura toujours besoin d'avoir des agriculteurs capables de produire de grandes quantités pour nourrir aussi et alimenter des circuits comme ça. Et que l'ajustement de l'équilibre final se fera aussi avec le choix du consommateur final. Donc, voilà, j'en reste là. Mais en tout cas, vous avez répondu à la question. Parfait. Et Xavier Holland, pour conclure. Ouais, très brièvement, je veux m'inscrire dans la droite ligne de mes camarades. Effectivement, compliqué de lire dans la boule de cristal. Et pour moi, juste voilà, en guise d'ouverture de réflexion, ça a été évoqué. C'est d'une part, je pense, une façon de se reconnecter quand même à une histoire. On a évoqué ces ceintures maraîchères, ces productions locales, ces circuits courts. C'est se reconnecter à des pratiques, voilà, que les générations d'avant avaient un peu plus. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. C'est se reconnecter aussi à des pratiques agricoles, c'est-à-dire voilà, le produit, il vient d'un endroit, il est fait par quelqu'un de telle façon. Donc ça, c'est parce qu'à travers un produit, on achète un terroir aussi, une histoire quand même, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est la dimension symbolique de l'alimentation, de l'agriculture. Et puis j'évoquerai plutôt dans la droite ligne d'Anthony et cette notion ou de Pierre de rééquilibrage. Au fond, c'est pas l'un contre l'autre, c'est plutôt l'un et avec l'autre, mais on va sans doute assister, ou en tout cas, moi, c'est le souhait que je forme un peu, à une forme de rééquilibrage pour éviter tout simplement que ce soit trop déséquilibré. Parce que quand il y a du déséquilibre, voilà, il y a un système qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Donc, c'est un peu le vœu qu'on peut peut-être former collectivement. Merci. Et ben voilà, il est 19h, vous voyez, on a tenu pile le chronomètre. Il me reste à vous remercier au nom de Gérard Fruth, le président d'Invest Bordeaux. Merci à nos 5 intervenants du jour pour leurs réponses précises. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis et à leurs questions assez nombreuses aujourd'hui. Donc, merci pour votre intérêt. D'autres webinaires seront organisés par Invest Bordeaux dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous vous donnerons rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et ben, d'ici là, portez-vous bien. Il est 19h, on a beaucoup parlé de nourriture, donc je vais aussi vous souhaiter un bon appétit à tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.